Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 13 juin 2025, il est 6h. Je vais faire un petit market review aujourd'hui. Je vous renvoie vers le market daily bias que j'ai fait hier, parce que les informations que je donne qui restent d'actualité. En l'occurrence, hier j'indiquais, on est sur le Nasdaq, que il allait falloir regarder attentivement ce qui allait se passer au contact ici de cette inefficience et de ce breaker. Et en l'occurrence, le prix a réagi comme il fallait s'attendre à ce qu'il réagisse, c'est-à-dire un flux baissier. Alors c'est vrai que les marchés, il y a plusieurs choses qu'ils n'aiment pas. L'incertitude d'une part, et parmi les incertitudes, je pense que la chose la pire à laquelle le marché puisse réagir, ce sont les incertitudes géopolitiques. Bon, il se trouve qu'il y a là, en ce moment, il y a des tensions qui vont au-delà du géopolitique, puisqu'elles sont armées, et voilà ce que ça donne. Et on se retrouve quand même ici avec un flux baissier sur le Nasdaq depuis l'échec ici, depuis la réaction du prix au retest de cet order block ici de 2,3%. Donc là, on va évidemment au-delà du simple retracement baissier. Là, on est sur un événement qui est massif, qui est majeur, d'autant qu'il laisse derrière lui un equal low. Je ne sais pas s'il est relatif ou parfait, mais c'est pas très important en fait. 21 451.6 et là 21 454.1. Avec en plus, oui, donc un relative equal low avec en plus le deuxième low qui est un peu plus haut que le premier. Donc bon, ce qui se passe là est pas très engageant, mais bon, en même temps, c'est un petit peu normal. Ça permet aussi de constater que, comme c'est le cas la majeure partie du temps, le triangle de compression a fini par se résoudre par un retest de son plus haut pour ensuite aller retester son plus bas. Alors c'est dans un sens ou dans l'autre, mais en règle générale, lorsque vous avez un triangle de compression, il y a toujours un test, le test d'un côté, pour ensuite aller vers l'autre. Voilà, bon, ça c'est une chose, raison pour laquelle, quoi que vous fassiez sur les marchés, c'est toujours important de protéger votre position, évidemment, et en admettant que vous soyez engagé, ce que je conseille pas sur une position swing sur un indice, par exemple. Bon, vous voyez que si jamais vous n'aviez pas protégé votre position, là vous êtes vraiment dans le jus, quoi. Donc ça reste bien évidemment un environnement dans lequel il est extrêmement risqué de se positionner. Et c'est un environnement que je pourrais comparer à celui qu'on peut avoir à l'approche de news économiques impactantes, comme le CPI, etc. Donc c'est-à-dire que le marché prend des aspects qui sont un peu incontrôlables et crée un environnement où même les principes un peu basiques de price action qu'on enseigne deviennent plus compliqués à manœuvrer. Donc évidemment, il faut être extrêmement prudent parce que n'importe quelle annonce peut mettre à mal un modèle, un setup sur lequel vous avez de bons résultats, par exemple. Et à partir du moment où vous essayez de manœuvrer ce genre de modèle dans un environnement qui est incontrôlable, ça veut dire que vous vous exposez potentiellement à un moins bon taux de réussite. Donc faut vraiment faire attention. Donc, tension géopolitique, donc évidemment les assets à risque qui prennent très cher, avec malgré tout ici sur le Nasdaq, on voit qu'on est dans un contexte où là on s'approche, on était vraiment pas très loin d'un ATH, mais on voit bien que ici, et notamment si je mets les indicateurs de Viniz, on voit que voilà, on est venu juste toucher quelques inefficiences en H1, je pense qu'on doit encore les voir en H4, à l'approche du plus haut de l'ATH, et que en H4, le prix a réagi au contact d'un breaker bearish, et que du coup, cette dynamique crée un nouveau breaker qu'on voit ici. Donc, pour l'instant, dans cette time frame là, en H1, H4, ça nous crée une dynamique qui est baissière, et en tout cas ici, on voit bien qu'on est en train de former un range. C'est quelque chose évidemment qu'on va retrouver également sur le dollar. Voilà, à quelques ticks près, on est venu, ça j'en ai parlé hier, j'ai dit que c'était vraiment dans le domaine du possible, même si c'était pas mon hypothèse privilégiée, on est venu prendre un plus bas, mais on a une réaction ici du dollar, et évidemment, tension géopolitique qui profite. Alors, donc là évidemment ici c'est pas un appel à l'action. Si jamais c'est quelque chose qui vous donne envie de passer à l'action, évidemment il faut être extrêmement prudent, protéger vos positions, prendre des profits le plus rapidement possible parce que même une dynamique qui semble aller dans votre sens peut se retourner très rapidement. Il suffit d'une news, il suffit d'un événement impactant et ça peut complètement inverser la tendance très rapidement et de façon très violente. Et si je regarde maintenant ce qui s'est passé sur les cryptos, on va retrouver à peu près la dynamique qu'on peut retrouver sur le Nasdaq. On est également venu s'approcher d'un ATH et on a également eu ici
une réaction du prix au contact de structures qui sont ici baissières. On voit bien en H4 et c'est encore plus clair ici en H1. Ça, c'est ce que j'avais noté dans ma review d'hier. Hein. Je vous avais indiqué, ici, on va bien observer la réaction du prix au contact de ce breaker et on voit que la réaction, elle a été immédiate et que le prix est venu traverser comme du beurre ce breaker bullish sur lequel je vous avais indiqué que voilà, on pouvait s'attendre, espérer une réaction ici, on n'en a pas eu. Donc, on se retrouve ici avec une dynamique qui passe en H1 baissière et cette zone ici, ça lui confère un statut de BPR, hein, c'est d'Inverted Fair Value Gap. Donc ça, a priori, pour l'instant, c'est baissier. Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que le prix est venu se loger sur cette structure haussière que beaucoup avaient noté. Certains avaient même indiqué qu'elle paraissait pas très naturelle, pas très organique. Effectivement, comme ça, un alignement de bougies haussières en H1, ça paraît pas très organique. Et en l'occurrence, ce qu'on voit, c'est que le prix, il est venu sur Bitcoin retester cette zone, donc, qui pourrait tout à fait faire office de support, mais si cette zone échoue, eh bien là, ça va nous amener quand même beaucoup plus bas, et ça à mon avis, nous amènerait à revisiter sous les 100K. On n'y est pas encore, mais je pense que c'est quelque chose auquel il faut se préparer. Alors, petite parenthèse, parce qu'en fait, je vous parle souvent d'un outil que moi j'utilise qui est GoodCrypto, et moi, il y a quelque chose que je fais assez souvent, c'est que je regarde un peu l'action du prix dans des échelles un peu plus hautes, hein, ça peut être en daily, en weekly, pourquoi pas, et je vais identifier des zones, à partir du moment où j'ai établi un biais, qui, moi, pour l'instant, sur Bitcoin, sur la plupart des grosses capitalisations crypto, Ethereum, etc., est plutôt haussier, et j'identifie des zones sur lesquelles moi je serais intéressé de me positionner. Et pour ça, j'utilise le bot DCA, et il y a un truc qui est tout bête, hein, en fait, hein, et je l'ai fait d'ailleurs, et j'ai eu quelques ordres qui ont été tags, et j'en ai d'autres qui sont en attente. Voilà, donc là ici on est dans GoodCrypto, là ici je suis sur la page du mode paper, mais peu importe. Voilà, je me mets en daily. Ça, c'est vraiment un truc vraiment très bête à faire. Hein. Et voilà, moi, ce qui m'intéresse, par exemple, ça va être cette zone de travail ici, entre les 74 000 et le prix actuel. Et donc, j'en avais lancé un, je vais monter dans cette zone et je vais identifier des zones d'inefficience où je suis intéressé pour me positionner. Et donc, je vais passer ici sur Algo, DCA, je passe en manuel en ordre d'achat et, admettons, j'ai $1000, par exemple, à investir sur Bitcoin. Donc, je vais identifier cette zone et je vais me dire, allez, $1000 en 10 ordres, pourquoi pas. Donc, je vais placer 10 ordres et je vais m'arranger pour que le 10e ordre, moi, ce qui m'intéresserait, ce serait ici, au-dessus de cette structure, c'est-à-dire vers les 86 000, par exemple. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer sur ces paramètres. Donc, les écarts par rapport au premier ordre de moyenne, ça, je vais pas y toucher. L'augmentation de la taille des ordres de moyenne, ça, on verra ça après. Par contre, voilà, l'écart entre les ordres de moyenne, ça, je vais y toucher. Et je vais, en même temps que je vais y rester sur ces 10 ordres, eh ben, je vais réduire progressivement. Ah, on est pas mal. Là, on est bien. Voilà. C'est-à-dire que là, le bot, il va placer 10 ordres qu'il va légèrement écarter. Après, on peut les mettre en équidistant, hein, mais moi, ça m'intéresse, en fait, par cette action aussi, de moyenner mon prix pour qu'il soit le plus bas possible, pour qu'après, l'opération soit d'autant plus intéressante. Et puis voilà, c'est tout. Après, je vais placer mes ordres d'entrée, donc en dollars, et ici, je vais avoir la marge approximative, et ici, je vais indiquer donc l'augmentation de la taille des ordres moyennes. Soit je mets 10 ordres de $10, mais comme moi, ça m'intéresse d'avoir le prix le plus bas possible, eh ben, je vais augmenter la taille des ordres de moyenne au fur et à mesure qu'on s'écarte de mon prix actuel. Donc, on va déjà essayer, par exemple, là, 1,5 fois. On va voir. Alors, voilà. Donc là, par exemple, si je mets un premier ordre à $50 et que je laisse le bot faire son travail, si jamais le bot, il va jusqu'aux 86 000, il n'y ira peut-être pas, mais s'il y va, j'aurai investi en tout $943. Et je vais me retrouver avec un prix moyen d'achat qui sera probablement dans cette zone. Donc ça, c'est l'intérêt de ce genre de bot. Donc, moi, je sais que j'ai quelques ordres ici qui ont été pris, qui ont été fill, mais j'en ai d'autres en attente sur cette zone, et j'ai fait la même chose également sur Ethereum. Voilà, donc ça, c'est une première chose, c'est une parenthèse qui là est facilement, ça se met très facilement en place sur l'écosystème crypto, et GoodCrypto, je le rappelle, hein, moi je suis partenaire, donc vous avez un lien d'affiliation, vous avez 25% de réduction sur l'abonnement max annuel,
et 5% de réduction sur tous les fils de trading sur la partie décentralisée. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Et il y a un autre point, je vais terminer là-dessus, qui est un point un peu de trading. C'est vrai que là maintenant, depuis qu'on a ouvert le trône au trading des indices et du forex, et notamment avec le partenariat avec PrimeXBT, on parle beaucoup d'un setup qui s'appelle le Silver Bullet. Donc bon, ceux qui sont déjà sur le trône commencent à mesurer, je crois, la puissance de ce genre de modèle, qui est vraiment un modèle temporel. Il faut pas oublier que c'est vraiment un modèle temporel avant tout. C'est-à-dire qu'il y a plein de façons de mettre en œuvre le Silver Bullet, mais par contre, les variables temporelles, elles ne bougent pas, donc 3h, 4h, 10h, 11h et 14h, 15h, heure de New York. C'est un setup qui est assez facile à mettre en œuvre, qui ne nécessite même pas forcément d'avoir un biais, même si comprendre facilement que le fait d'en avoir un et de trader dans le sens du biais, vous augmentez les chances de réussite de ce modèle. Il y a une déclinaison en fait, voilà, c'est de ça dont je voulais vous parler, qui peut vous permettre de répondre à certains problèmes, parce que la Silver Bullet est une fenêtre temporelle à l'intérieur de laquelle on va avoir une arrivée massive de liquidités qui vont créer des influx. Et on a souvent un premier influx, et ce premier influx, ce qu'on appelle le BAG, le Breakaway Gap, il n'est pas systématiquement retesté. Mais ça crée quelque chose qui peut générer de l'inconfort, parce qu'on va se retrouver, si on trade le deuxième Fair Value Gap, celui qui succède au premier, on va se retrouver avec un stop qui va surplomber une inefficience. Et c'est pas génial, très honnêtement, de laisser une inefficience derrière soi, même si on peut, après, le trade échoue, on le recommence, c'est pas très grave. Mais ça peut créer de l'inconfort, et surtout ça peut générer un risque-reward qui est inconfortable également. C'est-à-dire une grosse zone de défense et une zone de profit. Sur la Silver Bullet, c'est vrai que nous on recommande, enfin ICT, c'est pas nous, c'est ICT lui recommande 5 poignées, 5 handles, donc ce qui correspond à 20 points sur le Nasdaq, à 5 points sur le SP500. Donc voilà, ça peut créer pas mal d'inconfort, et ça peut générer des échecs. Alors il y a une déclinaison, alors c'est une déclinaison que j'ai modélisée, que j'ai appelée le OTE-SD. Donc OTE-SD, ça veut dire Optimal Trade Entry et Standard Deviation. Donc c'est-à-dire qu'on va travailler sur une entrée optimale par rapport à un range de travail, et ensuite on va caler des prises de profit par rapport à des déviations standards. Donc là, ce sont des déviations statistiques. Alors je vais essayer de prendre un exemple. Il n'y a pas d'exemple miracle de toute façon, ça je pense que vous l'avez compris, mais il y a des outils qui peuvent répondre à ce genre de problème. Le modèle OTESD répond également à une autre problématique qui peut générer de la frustration chez certains, c'est comment est-ce que je gère le fameux moonbag, c'est-à-dire est-ce que je peux garder une partie de ma position pour essayer de surfer la continuation d'une tendance sur laquelle je me suis positionné. Bon, je vais vous montrer un exemple rapidement. Donc là, par exemple, on est ici sur la New York PM de mercredi dernier. Donc dans la mise en pratique du modèle Silver Bullet, on dit qu'on attend une prise de liquidité. Donc ici, par exemple, ça a été le cas à 14h17. La PM, elle a commencé ici à 14h, voilà, sur cette bougie. On voit qu'on a eu une prise de liquidité, et on voit ici le premier Fair Value Gap, il est sur cette bougie, sur la bougie de 14h23. Et donc je sais que beaucoup se sont fait avoir ici, parce que la bougie est venue complètement avaler le Fair Value Gap, et pour ceux qui avaient placé leur stop dans cette zone, le Silver Bullet, il aurait tout à fait pu prendre cette forme, avec un stop sous le plus bas de la bougie qui précède le Fair Value Gap, et donc 20 points, ça nous aurait amené 21 849.5. Voilà, c'est-à-dire que là, même à 20 points, ce trade aurait été perdant. Il n'aurait pas été un échec, parce que les conditions sont bonnes, mais il aurait été perdant. Le principe de l'OTESD, ça va être d'intégrer toute la zone à l'intérieur de laquelle on va retrouver ce FVG. Et en l'occurrence, cette zone, elle va jusqu'ici. Et vous êtes bien d'accord que là, ici, on va se retrouver avec un risque-reward qui est ridicule. Là, on est sur du 0,34, c'est pas intéressant. Donc, raison pour laquelle la plupart d'entre vous avaient privilégié ceci, d'où l'échec. Là, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va intégrer tout ce range ici comme une zone à l'intérieur de laquelle on va chercher un OTE, une entrée optimale. OTE, et je vous remets ici les niveaux. Voilà les niveaux que vous allez pouvoir reporter dans le retracement de Fibonacci. Alors, c'est pas des niveaux de Fibonacci, mais vous allez pouvoir les reporter. Donc, on a 0,
on a 0,17. Alors ça, je vais enlever, c'est pas utile. 705, c'est pas utile. 79, c'est pas utile. 0,5 n'est pas utile non plus. Et 0,618 n'est pas utile non plus. Voilà les niveaux que vous allez garder. Donc 1, ça c'est la base, ou le sommet, 0,59, 0,17, moins 0,25, moins 0,62, moins 1 et moins 2. Le principe de ce modèle, c'est que on va placer une entrée de façon très mécanique, sans réfléchir, sans même se demander à quel endroit elle se trouve. C'est un peu l'avantage de ce genre de modèle, c'est qu'on n'a pas besoin de réfléchir sur les 0,59. Donc là ici, ça nous fait 21 807.8. Oui, c'est ça. Le stop, on le met sous la structure. Et ensuite, on va pousser nos prises de profit jusqu'à la déviation standard, moins 2. Voilà, ça c'est le cadre. Et ensuite, ce qu'on va faire, on va l'arrêter, de toute façon, il ne serait pas aller beaucoup plus loin. On va prendre nos premiers profits sur les 0,17. Et sur les 0,17, on va récupérer 50% de la position. D'accord? Donc si jamais vous misez 100, ici vous récupérez 50. Et après, le reste de votre position, vous allez les prendre sur les moins 0,25, moins 0,62, moins 1 et éventuellement moins 2. Sur ce genre de modèle, je dirais pas forcément la même chose sur les cryptos, mais sur les indices, moi je vous encourage à aller vers des prises de profit dégressives, c'est-à-dire ici sur les 0,17, 50. Là vous allez pouvoir faire sur les moins 0,25, 20, et après 10, 10 et 10. Donc ça fait ce qui fait bien un total de 100. Et là, en l'occurrence, ce qui serait passé ici, c'est que j'aurais récupéré des profits. J'aurais récupéré 50 ici sur les moins 0,17. Et ensuite, on serait allé à BE. Parce qu'à chaque fois qu'un palier est franchi, on ramène le stop sous le palier précédent. D'accord? C'est-à-dire que là, lorsque les 0,17 sont pris, je ramène mon stop sur mon point d'entrée. Et si on était allé au-delà, au 0,25, je ramène mon stop à 0,17. À moins 0,62, je ramène mon stop à moins 0,25. À moins 1, je ramène mon stop à moins 0,62. Et une fois qu'on est à moins 1, on laisse le prix faire. Soit il est stoppé à moins 0,62, soit il va au-delà. Et ça permet parfois de surfer de longues tendances. Donc c'est un setup qui est assez défensif, mais qui permet de générer des profits même si ça s'arrête au moins 0,17. Parce qu'admettons que vous preniez vos profits ici au moins 0,17. Et que le prix retrace, vous aurez toujours récupéré ici la moitié de votre risque, 50%, plus ici vous êtes passé à BE. Donc c'est une opération qui, même si elle s'arrête au premier niveau, elle est positive, elle est gagnante. Le seul moyen de perdre, d'être en négatif sur ce genre de setup, sur ce modèle, c'est que le stop loss soit touché. Mais sinon, toutes les autres options, elles sont gagnantes. Parfois, pas beaucoup, mais elles le sont. Et donc, dans ce cas-là, si vous êtes sur PrimeXBT, vous savez que vous allez avoir 1, 2, 3, 4, 5 positions à préparer. Une en admettant que vous vouliez risquer 100, vous allez préparer un ordre de 50, un autre de 20 et 3 de 10. Voilà, vous les préparez. Et évidemment, il faut que ce risque corresponde au risque que vous voulez prendre. Vous préparez 5 ordres, 5 ordres, vous les lancez dans PrimeXBT. Une fois qu'ils sont lancés, vous les mettez tous au même stop loss. Et au fur et à mesure, alors ça demande un peu de manipulation, mais franchement, 5 ordres, ça se fait très bien. Et au fur et à mesure que vos niveaux ils sont atteints, vous éditez ces ordres pour ramener les stops là où vous voulez les ramener. Et éventuellement, tous ces ordres-là, vous pouvez très bien vous dire, de toute façon, la maturité de ordre à 50, c'est 0,17. Donc, je place déjà mon TP de cet ordre à 50, je le place sur les 21 844. Le deuxième ordre 20, je place mon TP à 21 881. Le troisième, je le place à 21 913, 21 946, etc. etc. Donc, évidemment, je suis pas en train de vous dire, lancez-vous tête baissée dans ce modèle, ça va fonctionner pour vous. Et évidemment, faites des backtests, faites-en un certain nombre. Moi, je vous encourage à faire plusieurs dizaines de backtests pour voir un peu comment le prix se serait comporté, comment ce modèle se serait comporté. Il est toujours évidemment possible de l'adapter à votre profil ou à vos objectifs. Moi, c'est comme ça que je l'ai développé, mais si vous avez des déclinaisons qui marchent mieux pour vous, allez-y. N'hésitez surtout pas. L'important, c'est pas d'appliquer bêtement le modèle transmis par quelqu'un, c'est de trouver un modèle qui vous convient et qui vous permette d'avoir les résultats que vous recherchez. On se retrouve sans problème sur le Discord du Trône, dans les salons VIP, on en discute si vous le souhaitez. Bonne journée.